Le but de cette vidéo est de rassembler l'ensemble des informations, des connaissances que vous devez avoir à la sortie du collège sur la géologie ou plus exactement sur l'activité interne de la planète. On va la diviser en trois parties. Première partie, les séismes. Deuxième partie, le volcanisme, avec à chaque fois le traitement de comment gérer le risque sismique et volcanique. Et enfin une dernière partie où on va expliquer en fait ce qui provoque ces éruptions volcaniques et ces séismes, ce qu'on appelle globalement les plaques lithosphériques, mais on va définir exactement ce que c'est. Alors tout d'abord, séisme, tremblement de terre. Eh bien c'est la même chose. On utilise les deux termes pour désigner le même événement. Alors qu'est-ce qu'un séisme? Qu'est-ce qui se passe lors de cette manifestation de l'activité terrestre? Eh bien les gens vont ressentir des vibrations du sol. Dans certains cas, si ces vibrations ne sont pas ressenties, elles pourront même être enregistrées sur des sismographes. Dans certains cas, lorsque les séismes sont très importants, eh bien, on va également observer des modifications du paysage, des destructions de bâtiments plus ou moins importantes, des incendies liés à des canalisations de gaz qui vont éclater et liés à l'électricité qui va provoquer des étincelles. Bref, les dégâts sont plus ou moins importants. On a le même mécanisme que si une onde se propageait. Imaginez un caillou qui tombe dans une flaque d'eau, vous verrez une vaguelette qui va s'écarter, provoquant une onde de plus en plus grande. Et plus on va s'éloigner de l'impact, plus la vaguelette va être faible. Eh bien, c'est la même chose pour un séisme. La vibration du sol va s'atténuer quand on va s'éloigner de ce point où les dégâts sont les plus importants. Alors, concernant l'importance du séisme d'ailleurs, on parle souvent de deux choses. L'intensité et la magnitude. Dans les médias, on parle plus souvent d'ailleurs de la magnitude. Alors, pour les comparer, la magnitude, c'est l'énergie libérée par ce qui provoque le séisme. Elle est mesurée par l'échelle de Richter, qui va jusqu'à 9, mais qui n'est pas une échelle finie. Il est tout à fait possible qu'un jour, un séisme dépasse le 9. Espérons que ce ne soit pas le cas. L'autre échelle qui permet de mesurer, cette fois-ci, l'intensité d'un séisme, c'est l'échelle MSK, provenant de des trois personnes qui l'ont définie, Medvedev, Spanauer et Karnik. Elle est basée sur 12 degrés qui vont d'un simple enregistrement sur un sismographe à la destruction totale des bâtiments. C'est d'ailleurs cette échelle d'intensité qui est utilisée lorsqu'on veut étudier les séismes du passé. En effet, à l'époque où il n'y avait pas de sismographe, on n'a pas d'enregistrement pour pouvoir mesurer ces séismes. Nous avons parlé de l'épicentre. Et en fait, l'épicentre, c'est le point où le séisme est ressenti de la manière la plus importante, mais ce n'est pas son point de départ. Le point de départ d'un séisme a toujours lieu en profondeur, dans un point qu'on appelle le foyer. Et ce foyer, eh bien, il est à la verticale de l'épicentre. Et pour quelle raison l'épicentre est l'endroit où les dégâts sont les plus importants? Mais c'est l'endroit où l'onde qui part du foyer a suivi le chemin le plus court. Autrement dit, là où elle s'est le moins atténuée. Alors attention, les dégâts provoqués par un séisme peuvent être également influencés par l'endroit où il se situe. En effet, certains environnements, comme des dépôts sédimentaires, peuvent provoquer ce qu'on appelle des effets de site qui vont amplifier les conséquences de la vibration. Maintenant, qu'est-ce qui provoque cette vibration? Eh bien, ce n'est pas un impact comme on pourrait le penser avec l'image de la gouttelette qui tombe dans la flaque, c'est une cassure des roches en profondeur. En fait, les roches sont rigides et des forces s'exercent sur elles, soit en compression, soit en étirement. Jusqu'à un certain point, ces roches vont résister à ces contraintes et à un moment donné, elles vont casser. C'est la cassure qui va être le point de départ de la vibration. Un séisme, c'est donc une vibration du sol provoquée par une cassure des roches en profondeur dans un point qu'on appelle une faille. D'ailleurs, le fait que l'on sache que c'est provoqué par une faille permet d'identifier les zones potentiellement dangereuses. En effet, les endroits où on trouve des failles sont les endroits où le risque est plus important que l'on ait des séismes. A contrario, les zones où il y a peu de failles sont des zones qui sont un peu sismiques. Alors maintenant, parlons du risque sismique. Et d'abord, définissons-le. Le risque, c'est la liaison entre l'aléa, c'est-à-dire les chances qu'il y ait un séisme, dans le cas du risque sismique, et les conséquences que ça va avoir, à savoir la population, les bâtiments, le fait que ces bâtiments soient construits selon certaines normes. Vous avez un séisme de très forte magnitude dans une zone où il n'y a personne, le risque sera forcément beaucoup moins élevé qu'un séisme de moindre importance, mais dans une zone extrêmement peuplée, avec des bâtiments qui ne respectent pas les normes parasismiques. Donc, lorsqu'on évalue ce risque, eh bien,
on va d'abord repérer les aléas, c'est-à-dire les endroits où il y a des chances importantes d'avoir des séismes. On le sait parce qu'on connaît l'histoire de ces zones, on sait qu'il y a des failles qui sont plus ou moins actives, et en fonction de cet aléa, eh bien, on va chercher à diminuer le risque en construisant des bâtiments qui pourront résister, en formant les populations à réagir de manière à ce que les conséquences soient les moins importantes possibles. Alors, on ne peut pas encore prévoir les séismes. C'est la raison pour laquelle on va préférer la prévention à la prévision. On verra que dans le cas du volcanisme, c'est un petit peu différent. Alors maintenant, parlons du volcanisme ou plutôt des volcanismes. Au collège, on va étudier deux types d'éruptions différentes. Les éruptions plutôt effusives et les éruptions plutôt explosives. Comment se manifestent-elles? Alors les éruptions effusives vont se manifester par des coulées de lave plus ou moins fluides, relativement lentes par rapport à ce qui va se passer au niveau des éruptions explosives, qui vont suivre la pente. Ce sont donc des éruptions volcaniques qui vont être moins dangereuses, car en effet, d'abord, on sait à peu près vers où les coulées vont se diriger. Elles sont moins rapides, et d'une manière générale, elles sont souvent très fréquentes, ce qui fait que on connaît la zone potentiellement dangereuse. Donc, l'aléa est souvent important, mais le risque est faible. D'ailleurs, on a même des gens qui vont venir observer les coulées de lave quand elles se déroulent. Dans le cas des éruptions explosives, en revanche, on va avoir une destruction partielle de l'édifice volcanique, la montée d'un dôme qui va pouvoir exploser, projetant des fragments de roches et des gaz surchauffés, formant ce qu'on appelle une nuée ardente. Celle-ci est extrêmement rapide, elle va donc partir très très vite avec des gaz très très chauds dans des directions qui sont pas forcément évidentes à identifier, donc le danger est beaucoup plus important. On a donc souvent un aléa plus faible, mais un risque plus important. Alors maintenant, d'où provient ce magma? Le magma, c'est de la roche fondue. Une idée fausse est de penser qu'il y a un stock de magma sous la Terre. C'est pas le cas en fait. La majeure partie du manteau terrestre est solide, et dans certaines zones, cette roche solide va fondre pour donner le magma. Cette roche qui est devenue liquide, qui est une fusion tout à fait partielle, va remonter vers la surface, s'accumuler un certain temps dans des zones qu'on appelle des poches magmatiques, des réservoirs magmatiques, et lorsque ce réservoir va être relativement plein, eh bien, il va se vider sous la pression des gaz. Le magma va remonter le long de failles, qu'on appelle des cheminées, et va arriver à la surface. Donc, pour résumer par rapport à ce mécanisme, le magma provient de la fusion partielle des roches. Ces roches vont stagner un certain temps dans des réservoirs magmatiques plus ou moins importants. Lorsque ces réservoirs vont se vider totalement ou partiellement, on va provoquer l'éruption volcanique. Alors, pourquoi a-t-on des éruptions volcaniques de types différents? Eh bien, tout à l'heure, je vous ai parlé du magma. Eh bien, ce magma va être différent. Dans le cas d'une éruption de type effusif, on va avoir un magma plus fluide. Il va toujours contenir des gaz dissous, mais ceux-ci vont s'échapper facilement. La pression ne va pas tellement augmenter, et lors de la remontée de ce magma, sous la pression des gaz, eh bien, les gaz vont se libérer, le magma arrive à la surface, il va devenir une lave, donc cette roche fondue, moins les gaz qui sont dissous, qui va s'écouler. Dans le cas d'une éruption de type explosif, en revanche, le magma est beaucoup plus visqueux. Il contient également des gaz dissous, mais qui ne pourront pas s'échapper à cause de la viscosité. La pression va donc augmenter. La pression augmentant, le dôme qui se forme, du magma qui remonte, donc va exploser, provoquant la nuée ardente. Donc si on a deux types d'éruptions volcaniques, c'est qu'on a deux types de magma différents. Et si on a deux types de magma différents, eh bien c'est souvent qu'ils sont produits à des endroits différents, qu'ils ont une origine différente. Alors dans le cas du volcanisme, si on parle de risque, je vous ai indiqué que les risques sont moins importants dans des volcans effusifs que dans des volcans explosifs. Toutefois, à la différence des séismes, eh bien, on peut relativement prévoir le moment où va avoir lieu une éruption volcanique. On va le prévoir en surveillant ces édifices volcaniques avec des sismographes qui vont enregistrer des petites vibrations qui sont provoquées par la remontée du magma, avec des inclinomètres qui vont montrer que la pente va se modifier, avec une surveillance de la composition des gaz qui peuvent s'échapper du volcan. Bref, certains paramètres sont capables d'indiquer qu'une éruption est imminente. Alors, il arrive aussi qu'on se trompe. Dans le cas de la Soufrière en 1976, deux volcanologues, Haroun Tazieff
et Claude Allègre ont eu deux idées différentes, l'un disant que l'éruption n'aurait pas lieu, l'autre disant qu'il y avait un risque qu'elle ait lieu. Au final, l'éruption n'a pas eu lieu, malgré certains signes annonciateurs. Mais toutefois, cette surveillance permet d'anticiper une évacuation des personnes pour les protéger. Là aussi, la formation des populations qui vivent sur des zones potentiellement dangereuses est un élément qui va diminuer les conséquences sur la population. Intéressons-nous maintenant à ce qui provoque ces éruptions volcaniques et ces séismes. D'abord, on constate une chose. On retrouve les séismes et les éruptions volcaniques dans les mêmes zones à la surface du globe. En fait, ils forment des alignements, exception faite de quelques volcans, ils forment des alignements qui vont découper notre planète en zones beaucoup plus calmes, qu'on appelle des plaques, qui sont séparées par des zones très actives. Alors ces zones, en revanche, présentent des différences. On s'aperçoit que sur certaines, on va avoir des éruptions plutôt de type effusif, sur d'autres, on va avoir plutôt des éruptions de type explosif. Donc vous voyez que si ces zones sont différentes, c'est que ce qui les provoque sont sans doute différentes. Et ces zones vont définir ces fameuses plaques dont on parle souvent dans les médias, plaques lithosphériques, on va définir ce qu'est donc cette fameuse lithosphère. Mais revenons un petit peu sur l'histoire. En 1909, Alfred Wegener avait déjà émis l'idée que notre planète était découpée en zones qui se sont déplacées, en plaques qui se déplacent. Il avait émis cette hypothèse en observant le fait que entre l'Amérique du Sud et l'Afrique, on observait d'abord des côtes qui étaient relativement complémentaires, un peu comme un puzzle, et que quand on comparait les fossiles de part et d'autre, les chaînes de montagnes, eh bien on s'apercevait que si on regroupait ensemble l'Afrique et l'Amérique du Sud, on reconstituait des zones qui étaient contiguës. Il a donc supposé que ces continents étaient à un certain moment rapprochés. Toute sa théorie tenait la route à un élément près, c'est qu'il n'avait pas pu définir quel était le moteur qui permettait ces déplacements. Il avait un autre handicap, c'est qu'il était météorologue et pas géologue. Donc ces deux faits ont fait que sa théorie de la tectonique des plaques a mis un certain temps avant d'être acceptée, elle a même été refusée au départ. D'autres éléments ont permis par la suite de renforcer cette théorie, notamment le fait que lorsqu'on observe l'âge du fond océanique, notamment dans l'Atlantique, eh bien, on s'aperçoit que cet âge n'est pas uniforme, ce plancher n'a pas le même âge aux mêmes endroits. Près de la dorsale, donc près d'une zone avec des éruptions volcaniques et un relief important, on s'aperçoit que le plancher est très jeune, et plus on s'éloigne de cette dorsale, plus l'âge du plancher océanique augmente. Ce plancher est constitué de roches volcaniques qui se sont fabriquées grâce aux éruptions effusives qui ont lieu au niveau de la dorsale océanique. Autrement dit, l'âge actuel, le plancher actuel se fabrique, et on peut supposer que ceux qu'on va retrouver qui est plus âgé près de l'Afrique et près de l'Amérique du Sud, s'est fabriqué avant. C'est un autre élément qui montre qu'il y a eu un écartement, ou plutôt une fracture d'un continent, qui est devenu l'Afrique d'un côté, l'Amérique du Sud de l'autre. Alors maintenant, si ça s'écarte d'un côté, on peut supposer la Terre étant une sphère qui n'augmente pas de volume, que ça doit se rapprocher de l'autre. Et effectivement, on constate sur certaines zones, les zones où on va retrouver plutôt un volcanisme de type explosif, que la profondeur des foyers des séismes est de plus en plus importante. En fait, on a une pente qui se crée. Cette pente indique la plongée d'un objet, qui est une plaque lithosphérique, et qui va s'enfoncer sous un autre, qui va être une autre plaque, soit continentale, soit océanique. Cette plongée, donc, est liée au fait que cette plaque lithosphérique, cette descente de la plaque lithosphérique, est liée au fait que sa densité augmente avec l'âge, et donc, plus elle est âgée, plus elle va être dense, et plus elle aura tendance à s'enfoncer. On a donc de la plaque lithosphérique océanique qui se crée au niveau des dorsales. Cette plaque va s'écarter et à un certain moment, elle va descendre dans ce qu'on appelle les zones de subduction, puisque dans ces zones-là, on s'aperçoit que le relief du fond océanique est très bas, c'est l'endroit où on a les fosses océaniques. A contrario, au niveau des dorsales, on a plutôt des reliefs élevés, puisque les dorsales ont été surnommées les montagnes sous la mer. Donc on a deux mécanismes différents, la fabrication de la lithosphère océanique au niveau des dorsales, la descente et la destruction de cette lithosphère au niveau des zones de subduction.
Alors, depuis tout à l'heure, d'ailleurs, je vous parle de lithosphère, mais qu'est-ce que c'est que cette lithosphère? Eh bien, on s'aperçoit que en dessous d'une certaine profondeur, on ne devrait pas avoir de séisme car les roches ne sont pas cassantes. Or, un séisme, c'est provoqué par une cassure de la roche. Alors, en étudiant la vitesse des ondes sismiques en fonction de la profondeur, on s'aperçoit que dans une certaine zone, il y a une légère diminution de cette vitesse, ce qui montre que les roches changent de propriété. En dessus, on a une zone où les roches sont rigides et cassantes, c'est la zone des séismes, c'est la lithosphère. Et en dessous, on va avoir une zone où les roches sont, alors on va pas dire molles, hein, c'est pas le terme, mais sont déformables. Donc sous l'action de force, elles ne vont pas se casser, elles vont se déformer et ne vont pas provoquer de séisme. C'est d'ailleurs là où on va trouver une anomalie dans ces fameuses zones de subduction, car les séismes se retrouvent à des profondeurs où logiquement il ne devrait pas y avoir de cassure des roches, car les roches devraient être déformées. C'est pas le cas parce qu'en fait c'est la lithosphère qui est rigide qui descend à ces profondeurs-là. Alors maintenant, que se passe-t-il? On a dit que la lithosphère océanique se fabrique à un endroit, se détruit à un autre, donc il y a un déplacement. Donc, à un moment donné, avec cette lithosphère océanique, on a aussi une lithosphère continentale. Et cette lithosphère continentale, elle se déplace. À un certain moment, deux continents peuvent rentrer en contact les uns avec les autres. C'est le moment où on va observer la formation des chaînes de montagnes. Qu'est-ce qui prouve que ces chaînes de montagnes étaient à l'origine séparées par un océan? Eh bien, on s'aperçoit, notamment au niveau des Alpes, qu'il y a la présence de fossiles marins à de fortes altitudes. Alors, n'imaginez pas que l'eau était montée à cette altitude-là, 4000 mètres. On retrouve des roches d'origine marine où serait passée la hauteur de 4000 mètres d'eau. C'est juste que les roches ont été montées en altitude. On aperçoit également dans les chaînes de montagne ce qu'on appelle des ophiolites, des roches qui sont des restes de croûte océanique qui ont été piégées, coincées entre deux masses continentales. Donc ça montre bien qu'il y avait un océan au milieu. Et en fait, les déformations qu'on peut observer, les failles et les plis, montrent bien que des contraintes sont exercées lorsque la chaîne de montagne s'est formée, alors quand on a eu un contact entre les masses continentales. Donc, je résume cette fameuse tectonique des plaques, ou plutôt mouvement des plaques lithosphériques. Les zones de dorsale sont des zones où se fabrique de la lithosphère océanique. Les zones de subduction sont des zones où sa lithosphère plonge et finit par se détruire, ce qui provoque un déplacement. Ce déplacement provoque le déplacement des masses continentales qui finissent un jour par se rencontrer, formant des chaînes de collision. Cette collision provoque des déformations qui deviennent les chaînes de montagne. Alors attention sur le terme de collision. C'est un mot qui évoque en général un mouvement rapide. Il faut savoir que le déplacement des plaques lithosphériques, c'est de l'ordre de 1 à 10-15 cm par an maximum. Donc imaginez, prenez un double décimètre, mettez 10 cm, et imaginez que vous mettez 1 an à parcourir ces 10 cm. Vous voyez qu'on est loin de quelque chose d'extrêmement rapide. Donc la collision est en fait quelque chose de très lent.